Intitulé « Pertinence des nouvelles technologies de l'information et de la communication », un débat a confirmé l'inquiétude des parents et des enseignants face aux outils numériques et en particulier Internet. Mais pour le psychologue Steve Belverg, il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux et de l'usage qu'en font les jeunes. En réalité, c'est plus, ça vient révéler un certain nombre d'angoisses. On voit bien que ce que ça vient faire, c'est que autour de la société, on s'angoisse autour d'un média, quelque chose qui nous échapperait. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un fossé générationnel entre finalement ces gens qui n'utilisent pas tous ces espaces virtuels-là, que leurs enfants ou leurs adolescents utilisent. Et ce qui est compliqué un petit peu pour les parents, c'est de se dire que c'est les enfants qui vont leur enseigner finalement cette pratique. Donc comme ça échappe beaucoup, ça angoisse beaucoup. Également, il y a ce problème de l'illimité en fait de l'espace virtuel qui angoisse parce que c'est un espace public, tout le monde accède à cet espace-là et des fois finalement on aurait tendance à vouloir exhiber, voire plutôt, contrairement à l'intimité, avoir un désir d'extimité, c'est-à-dire montrer un petit peu à tout le monde et ça angoisse beaucoup de gens. Mais finalement c'est un support très intéressant pour un petit peu communiquer ce qui est caractéristique de l'humanité, c'est-à-dire l'angoisse, les peurs, mais également le désir et puis tout ce qui nous anime, les relations. Et il y a eu des questions sur Facebook également. Oui, beaucoup de questions sur Facebook parce que finalement on a quand même l'impression que c'est celui qui a été médiatisé le plus. On aurait pu parler de Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Celui-ci il est intéressant parce que finalement il a une histoire qui est un petit peu commune à tous. C'est-à-dire qu'au début on mettait juste des photos et qu'on va pouvoir progressivement utiliser des jeux ou en tout cas demander à des personnes qu'on ne connaît pas de devenir nos amis, etc. Et là tout ce qui est intéressant sur Facebook, c'est l'idée qu'on peut créer un réseau tellement grand que finalement on peut avoir des amis de l'autre côté de la planète et puis donc c'est avant tout en fait un avantage et en réalité comme ça nous échappe ça peut nous angoisser beaucoup. Ce qui est intéressant en fait avec tous ces espaces virtuels c'est qu'ils sont sur nos portables maintenant donc les smartphones sont très bien faits pour ça, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment on peut communiquer avec les autres. Alors c'est en même temps un avantage et en même temps un souci, c'est-à-dire qu'on ne décroche jamais de la relation. Alors du coup se retrouver seul avec soi-même c'est utile et nécessaire en fait, pour qu'on ait des temps de repos comme ça. Le fait de ne pas pouvoir en fait se couper des autres à certains moments, ça devient problématique. C'est-à-dire que du coup, on va se dire, mais là, j'existe plus parce que je ne reçois pas de mail sur mon smartphone. Ça peut être gênant. Après, il y a des personnes qui ont un usage tout à fait en fait normal et pas du tout pathologique. Et ce qui vient activer un usage pathologique d'un média, c'est bien qu'il y ait une fragilité qui est préexistante en fait à cet usage pathologique. Chez les enfants, c'est normal qu'ils ne soient pas connectés tout le temps. C'est plutôt rassurant qu'ils puissent être en relation en fait sur d'autres choses. Ils ont quand même besoin de jouer, de sentir, que ce soit par rapport au toucher, etc. Donc il y a d'autres choses qui jouent à ce moment-là. Donc il ne faut pas qu'ils soient connectés tout le temps sur le virtuel, parce que le virtuel c'est quand même une autre modalité sensorielle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que à l'âge adulte, on est tous connectés. C'est un petit peu, on pourrait presque avoir une addiction au travail, du coup être connecté sans cesse. Et ça peut poser question. C'est-à-dire pourquoi on se réfugie tant en fait dans ce travail et du coup pourquoi on se réfugie tant dans l'idée qu'on ne puisse pas avoir une vie privée. Alors ça c'est des questions qu'on peut poser. J'ai pas de solution et parfois c'est intéressant d'avoir ça. C'est-à-dire que c'est important qu'on puisse avoir ça un certain temps, parce que ça va répondre à des problèmes. Si ensuite ça amène chez nous en fait des facteurs de stress et qu'on se rend compte qu'on ne contrôle plus cette pratique-là, là on est dans le pathologique. Quant au sociologue Laurent Tremel, il a attiré l'attention des parents sur la pratique, mais surtout le contenu des jeux vidéo. Des échanges intéressants, je trouve, effectivement, qui ont permis de poser un certain nombre de questions attenant à la fois au contenu d'un certain nombre de produits, notamment des jeux vidéo aujourd'hui destinés à la jeunesse, et puis les interrogations que peuvent avoir sur ces produits des adultes, des éducateurs, en sachant qu'il me semble important qu'aujourd'hui ces acteurs de l'éducation et les parents s'intéressent dans une perspective compréhensive au contenu d'un certain nombre de loisirs destinés aux jeunes pour essayer, si vous voulez, de créer un dialogue avec les enfants et je dirais un dialogue qui repose aussi sur des bases critiques. Je pense que les adultes, les éducateurs peuvent avoir des clés de décodage de ces produits que n'ont pas forcément les enfants et qu'il y a un travail de médiation à faire pour que véritablement, si vous voulez, de même qu'aujourd'hui, par exemple, des éducateurs, des adultes sont en mesure de critiquer, par exemple, une œuvre littéraire, il faudrait qu'à terme, on puisse aussi, de la même manière, en classe, par exemple, déconstruire le scénario d'un jeu vidéo. Voilà, donc il me semble qu'il y a toutes sortes d'actions de médiation scientifique à entreprendre en ce sens. Et des réunions, des débats comme celui qui a eu lieu ce matin permettent, de mon point de vue, effectivement, d'œuvrer dans cette perspective. Il y a des jeux vidéo, vous citiez des exemples, il y a des valeurs qui ne sont pas très belles dans les jeux vidéo parfois. Il me semble, vous savez, que comme d'autres productions culturelles à d'autres époques, aujourd'hui les jeux vidéo reflètent des valeurs socialement dominantes.
Il peut y avoir effectivement développement de la violence dans un certain nombre de jeux vidéo. Certains jeux vidéo développent aussi des valeurs sportives, par exemple, qui sont loin de celles du sport type éducation populaire. Ce sont des jeux qui présentent une vision du sport hyper compétitive. Beaucoup de jeux reposent aussi, si vous voulez, sur des mécanismes d'accumulation de ressources, de progression personnelle qui renvoient à des valeurs néolibérales. Bon, ensuite, alors effectivement, j'avais aussi évoqué le cas d'un certain nombre de jeux vidéo qui proposaient des clichés sexistes un peu hors d'âge par rapport aux réflexions qui sont actuellement menées sur l'égalité entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles à l'école. Bon, ensuite, je pense que c'est effectivement aux familles, en fonction de leur propre conception philosophique, religieuse, citoyenne, de se distancier ou non par rapport aux valeurs qui sont véhiculées dans les jeux vidéo.